Il vous a impressionné aujourd'hui, Remco? On savait qu'il voulait aller chercher ses 58 secondes. Alors c'était très ambitieux, mais il a quand même été très costaud. Ouais, extrêmement costaud. Dans son style si particulier, en boule sur son vélo, très concentré, avec la tête rentrée. On se demande même comment il arrive à voir eh bien, la route. C'est un spécialiste, c'est le spécialiste par excellence du contre-la-montre en ce moment, tout simplement. Steve, quelle impression il vous a fait Remco aujourd'hui? On rappelle aussi qu'il remonte évidemment au classement du général, donc il est deuxième désormais derrière Pogacar. On fera un point tout à l'heure avec Jérémy Sahakian. Vous l'avez trouvé comment là aujourd'hui? Du Remco normal, classique, traditionnel. On attendait une victoire de Remco Evenepoel. Voilà, il a répondu présent. C'est vrai que hier, il nous avait un petit peu vendu comme quoi il voulait reprendre une minute à Pogacar, Vingegaard et pourquoi pas récupérer le maillot jaune. C'était presque ça l'enjeu finalement de la journée parce que Remco, tu as donné la stat, 11 chronos, 9 victoires. Est-ce qu'on peut être surpris de la victoire de Remco Evenepoel? Non. Mais par contre, derrière, il y en a qui ont fait les numéros et puis il y en a qui ont pris une petite calotte. Effectivement, on va en reparler dans quelques instants. Jackie, venez vous asseoir, de toute façon, tout le monde vous voit. Il a été dit. C'est pas la peine de taper Audrey. Voilà, pardon, ça suffit. excusez-moi. Bah tiens, je vous prends tout de suite au dépourvu. Concentrez-vous, Jackie. Le chrono de Remco, effectivement. Vous attendiez à ce qu'il se soit encore plus fort ou c'était quasi impossible de faire mieux? Non, je pense que c'était impossible de faire mieux. Alors c'est vrai que quand on voit les écarts par rapport à Tadej Pogacar, c'est pas énorme, mais voilà, il met quand même plus d'une minute largement à des coureurs comme Vingegaard. Ça aurait pu, je pense, aller plus vite. J'avais estimé la vitesse moyenne à près de 55 km/h, mais on le voit sur ces... 54, Remco, ouais, c'est ça? 54. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait des conditions un peu particulières, il y avait quand même du vent. Même si on avait annoncé des longues lignes droites, il y avait quand même des passages un peu techniques, où on perdait un peu de vitesse. Mais sur 33 km, rouler à 54 km/h, l'objectif est atteint, je pense, c'était la gagne. Mais il ne s'attendait pas à voir Tadej Pogacar aussi proche quand même. Audrey, on en parlait tout à l'heure, mais ce genre de parcours-là, c'est terrible. C'est vraiment spécialiste. Ah ouais, c'est ce qu'il y a de pire pour les chronométreurs, les parcours tout plats, très peu techniques. Donc en fait, on n'a jamais l'occasion de récupérer, on n'a pas une petite descente où on peut faire un peu de roue libre. On l'a vu, je regardais vraiment Remco, comment il gérait son chrono, et on le voyait décélérer, arrêter de pédaler très en amont du virage, alors que souvent on vous dit aller le plus loin possible en pédalant et puis prendre le virage avec le plus de vitesse possible. On le voyait décélérer bien avant les virages pour avoir le temps de souffler un grand coup. Et c'est vrai que non, c'est vraiment les pires. On est tout le temps en prise, il n'y a aucun moment où on peut récupérer. Et là-dessus, Evenepoel, il est imbattable, vraiment imbattable. Jérémy, on a deux Français aussi dans le top 5 à noter quand même. C'est une belle perf pour Bruno Armirail et Kevin Vauquelin. Ouais, j'allais dire c'est la bonne surprise, mais je suis même pas certain que ce soit une surprise finalement, parce que quand on a écouté ce matin Bruno Armirail, il nous disait le top 10 c'est l'objectif, mais peut-être plus. C'est beaucoup plus, quatrième, et Kevin Vauquelin, on savait qu'il serait dans le match, parce qu'il est revanchard quand même, depuis la deuxième étape où Jorgensen n'a pas voulu collaborer, il voyait l'opportunité de prendre le maillot jaune, là il reste dans le match, garde le maillot blanc, fait un top 5, mission accomplie. On va l'écouter, Kevin Vauquelin? Ah oui. Non, on va pas l'écouter, me dit-on? Non, c'est dommage, il doit être troisième du général maintenant. Alors il avait toujours un espoir d'être maillot jaune. Je pense que même ce matin, il s'est dit on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, il est troisième du général, Kevin Vauquelin, mais voilà, deux Français dans le top 5 d'un chrono du Tour. Je pense que ça fait bien longtemps. On se souvient de Kevin Vauquelin qui l'an passé avait pris la 6e place à Chevrey-Chambertin. Mais c'est vrai, tu rebondissais là sur Bruno Armirail, il n'a pas osé dire top 5. Il dit top 10, voire mieux, mais on sentait qu'il y avait les moyens de voir deux Français très haut dans le classement. Et chapeau à eux. Remco Evenepoel et la jolie poignée de main de Tadej Pogacar qui est venu féliciter Remco Evenepoel. C'est du sincère, ça? Oui. Non, ils sont ennemis sur le vélo, mais ils se respectent. Je n'ai pas entendu, mais je suis sûr qu'un coureur comme Pogacar lui a dit alors elle est où la minute là?
Hein, parce qu'on rappelle qu'il avait annoncé, clair, oui. je suis capable de le prendre, et on lui a rapporté à Tadej Pogačar. Et voilà, ils sont capables de se charrier un de peu, se ouais, chambrer un peu. Et c'est ce qu'on aime aussi dans le vélo, mais il y a beaucoup de respect hein, entre Van Der Poel, Vingegaard, Remco Evenepoel. Quand ils sont sur le vélo, c'est la bagarre, mais après, voilà, c'est ainsi. Ouais, et puis il le disait, Remco, il disait lui-même, Tadej Pogačar a énormément progressé sur le sujet, donc il était impressionné de Tadej Pogačar aujourd'hui. Tiens, on a Dadou qui nous fait un petit dessin et ça me permet de vous poser la question, parce qu'on voit ce casque très particulier. Audrey, qu'est-ce qui fait la différence? Parce on a vu beaucoup de casques différents aujourd'hui, on a vu le casque de Remco aussi, qui est très particulier. Est-ce que ce casque-là, justement, a quelque chose de particulier et quelles sont les différences? On le voit, hein, le casque de Remco. Alors, on va faire une généralité. En règle générale, on porte le casque de la marque qui sponsorise l'équipe. En l'occurrence, pour Remco, c'est la marque Specialized qui a conçu son casque sur la tête de Remco. Et ça, c'est quand même très spécifique. Je suis pas sûre que ce soit le cas pour Pogačar. Je suis pas sûre que ce soit le cas pour Vingegaard. Mais pour Remco, ce casque, il a été conçu sur sa tête. Et c'est quand même un des accessoires les plus importants quand on fait du contre-la-montre pour aller chercher des secondes. Et c'est vrai que c'est un avantage pour lui. On a vu certaines équipes qui laissent libre choix à la marque du casque en fonction de la rapidité du casque sur la tête d'un qui n'est pas la même que sur la tête d'un autre. Chez Remco Evenepoel, on porte tous ce casque Specialized, mais en particulier sur sa tête, c'est le plus rapide du monde. Jackie, vous les casques, je sais que c'est votre passion. Pas vraiment. Il en a jamais mis. C'est pas des plus esthétiques, mais voilà, l'esthétique, on s'en moque. Et le but, c'est efficace. On rappelle que tous ces coureurs passent en soufflerie. Et on fait des tests sur les positions, où mettre le guidon, où mettre le casque. Hein. Le but, c'est que l'arrière du casque soit dans le prolongement du dos. Alors voilà, quand on regarde comme ça, j'avoue qu'esthétiquement, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas. Vous, je sais pas, vous trouvez ça peut-être magnifique? Ah non, mais pas du tout. Mais est-ce qu'il y a réellement quelqu'un qui trouve ça beau? Je pense, oui. Ah oui. C'est vrai? Audrey, d'ailleurs. Ouais. Hein? Ouais. Ben oui. Ouais, moi j'aime bien. C'est vrai? Ouais, je sais pas, c'est un petit côté futuriste. On est dans un ça, sport, oui. c'est un sport mécanique. On va chercher la seconde par l'aérodynamisme. Et là, on le voit, on est sur des lignes hyper modernes, hyper épurées. Ça change du casque à boudin de Jackie. On est Ou d'accord. alors, rappelle-moi les chronos de Laurent Fillon avec la queue de cheval, cheveux au vent sur le chrono. Eh oui. C'est le côté has-been. Mais ça a aussi ouais. son style. Et j'adore aussi le style casque à boudin. Et Steve, vous en pensez quoi? Parce que Des casques modernes? Il y a surtout une grosse communication qui est faite de la part des marques. Mais est-ce qu'on peut les acheter? C'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire. Bah, D'ailleurs, déjà, tout le matos doit être sur le marché. Mais sachant en termes, alors pardon, mais en termes de secondes, par exemple. C'est énorme. C'est énorme. Par rapport à un casque normal, oui. 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 Mais le moindre accessoire, c'est énorme. Un couvre-chaussure ou pas de couvre-chaussure, c'est 8 secondes aux 10 km, une connerie comme ça. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Tout, mais de toute façon, la moindre seconde, on va aller la chercher. Donc tout est étudié. Mais t'as raison, en Formule 1, on dirait on a incliné l'aileron arrière de 2 mm de plus. Pourquoi? Pour aller gagner les millisecondes. Alors, il y a moins de vitesse dans le vélo, mais effectivement, que ce soit le casque, que ce soit les chaussures, que ce soit les gants, il y en a qui ont fait le test de se raser les bras ou d'avoir des manchettes. Enfin non, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que ça se joue à rien. Donc effectivement, les casques, c'est quelque chose qui est assez fou. Mais après, il y a aussi et surtout de la part des manufacturiers l'objectif de faire un casque très moderne, très futuriste, qui claque bien, parce qu'il y a aussi beaucoup, notamment de triathlètes qui font des Ironman, qui veulent avoir le casque le plus aérodynamique possible, etc. Mais effectivement, Remco chez Spé, on lui a coupé la visière devant, contrairement à tous les autres qui ont un casque Spé chez Red Bull ou chez Soudal. Et puis voilà, après on voit chez IF, il y en a qui n'ont pas le casque de la marque de chez IF, qui prennent une autre marque maquillée. Voilà, un autre casque plus moderne.
Il est obligé de le couper son casque, lui. Sinon, il tape dedans. Non, mais le problème, c'est qu'il a vraiment ce qu'on appelle la tête dans le guidon. On l'a vu sur le chrono. On va certainement revoir des images. Il a vraiment la tête dans le guidon. Et s'il a une visière qui est un peu trop grande, il peut pas être dans cette position. On parlait tout à l'heure de la position de l'œuf. Et c'est ça qu'il recherche. J'attends toujours que vous me la fassiez, mais... On l'a faite. On l'a bien mimé. Vous n'étiez pas là. Vous avez dormi Si, depuis j'étais ou là, quoi j'étais bien. Je trouve que c'était rapide. C'était trop rapide pour moi. En tout cas, on a vu Remco Evenepoel à la signature. Il a été très fort aujourd'hui, c'est vrai. Il y en a un autre, on l'a dit, qui a été très fort, c'est Tadej Pogačar. Je voulais revenir avec vous, Steve, sur ce que vous avez pensé de son chrono, parce qu'il a impressionné tout le monde, me semble-t-il, y compris Remco Evenepoel. Il a renversé la tendance d'il y a 3 semaines, un mois. Je t'avais dit que tu me poserais la question, Vingegaard, il est incroyable aujourd'hui. Eh ben non, la tendance s'est complètement inversée par rapport au Dauphiné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un petit peu rigolo, parce que nous tous sur ce plateau, on avait tous dit par rapport au Dauphiné, c'est Remco qui va gagner, il va y avoir un match Pogačar-Vingegaard et Remco va perdre un peu de temps. Les maths, c'est bien par rapport aux statistiques, par rapport à ce qu'on a vu, mais aujourd'hui, Pogačar a franchi un cran par rapport au Dauphiné. Vingegaard est peut-être à son niveau, parce que là on va dire qu'il est moins bien, mais peut-être qu'il est à son niveau du Dauphiné, on le saura pas. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à Remco, celui qui a fait pour moi l'énorme coup aujourd'hui, c'est Pogačar. Parce que, et comme l'a dit Jackie pendant le live, rien à voir au niveau de l'attitude sur le vélo par rapport au Dauphiné. Il dandinait, il cherchait ses vitesses, et on avait l'impression qu'il n'était pas à l'aise sur son vélo de chrono. Aujourd'hui, moi j'ai quasiment vu un spécialiste du contre-la-montre faire ça, alors que c'est un grimpeur. Audrey, il a pris beaucoup de risques, Tadej Pogačar. On l'a vu, vous voyez pendant que vous regardiez la course, un peu avoir peur, parce que c'est vrai qu'il prenait beaucoup de risques. Il a pris tous les virages au millimètre. Et quand on regardait Vingegaard passer juste avant lui, on se disait la différence était énorme. La vitesse avec laquelle il ressortait des virages, on ressortait 2 fois plus vite du côté de Pogačar. C'était vraiment impressionnant. C'est ça aussi la force de Pogačar, c'est qu'il n'a pas peur de prendre des risques. On le voit, il n'est pas sur la retenue. Je suis persuadée que Vingegaard, depuis sa chute, qu'on dise ce qu'on veut, il est un peu plus sur la retenue qu'un Pogačar. Et dans ce final, il lui a repris 4-5 secondes facilement dans ce final tortueux en ville. C'est le vélo, c'est comme ça, mais Pogačar, pour moi, est plus relâché sur son vélo contre-la-montre. Et je rejoins complètement ce que dit Steve. On a vu aujourd'hui un spécialiste du contre-la-montre. Jérémy, vous nous l'aviez dit aussi en off, il avait reconnu ce chrono il y a quelques temps déjà. Oui, il était venu le 21 mai sur le parcours du chrono pour reconnaître les 33 km bien en amont du Tour de France. Un choix que n'avait pas fait Vingegaard, mais ça s'explique parce qu'il a été commotionné sur Paris-Nice, donc son programme de préparation a été décalé, il a manqué de temps, il a aussi fait pas mal de stages en altitude et on peut pas s'absenter de la maison comme ça tout le temps. Et Remco, c'est pareil, il est revenu sur le tard, c'était à l'occasion de la Flèche Brabançonne qu'il avait gagné devant Wout van Aert. Ça n'a pas pu s'inscrire dans son programme, ça l'a pas perturbé. Pogačar, il n'y avait rien au hasard. Je pense que quand Audrey dit il a pris chaque virage au millimètre, ces virages-là, personne ne sait combien de fois il les a empruntés. Quand il est venu, il n'a pas fait une fois les 33 km. Il a certainement pris des notes, regardé comment ça passait. Même sur circulation ouverte, vous pouvez quand même prendre de bonnes habitudes. Donc ça a peut-être payé 5-6 secondes à la fin du tour. Ça peut être important. Ça sera peut-être pas le cas parce que la tendance, là, elle va quand même plutôt en faveur de Pogačar. En tout cas, il n'a rien laissé au hasard. Tadej Pogačar qui donc lui aura les 3 maillots ce soir, et Remco Evenepoel lui s'est imposé aujourd'hui de la tête et des épaules. Il a dominé ce contre-la-montre aujourd'hui, même si on a vu un Tadej Pogačar extrêmement fort qui prend donc les commandes avec le maillot jaune qu'il portera demain. Jonas Vingegaard, vous l'avez dit, a été peut-être un cran en dessous. Audrey a évoqué peut-être le traumatisme de sa chute. Jackie, vous avez été déçu, je mets des guillemets, mais étonné de ne pas voir un Jonas Vingegaard plus fort aujourd'hui? Oui. Alors, c'est vrai qu'on va parler de Vingegaard par rapport à Evenepoel et Pogačar, mais quand on regarde même au sein même de l'équipe Visma, Vingegaard est battu par Matteo Jorgensen, qui est quand même le leader. Ce sera le même cas pour Roglic, qui a été battu par Lipovic. Ça, je pense que du côté de la Visma, on savait peut-être qu'on allait perdre beaucoup de temps sur Remco Evenepoel. On ne s'attendait pas
à voir Vingegaard perdre autant de temps sur Pogačar et on s'attendait certainement pas à voir Vingegaard perdre du temps sur Jorgensen. Je ne pense pas que ça change la philosophie de cette équipe Visma Lease a Bike. On va continuer pour rouler uniquement autour de Vingegaard. Mais ouais, c'est un petit coup dur. Il n'a pas perdu le tour. La route est encore longue. Oui. On n'a pas fait de montagne. Mais c'est quand même il a pris une petite tape sur la tête. Une petite tape sur la tête. Ouais. Ouais.